Je me souviens, mon ami racontait ce matin la transition espagnole. Bon, nous avions des dangers d'involution, etc. Mais il n'y avait pas de dangers extérieurs, franchement. Tout le monde nous a soutenus de l'extérieur. Ici, vous avez, bon, les dangers internes, oui, il y a des gens qui deviennent un peu fous partout, ici comme ailleurs. Nous les avions aussi, nous avions même aussi des terroristes, l'ETA, mais bon, c'était dans une petite zone. Vous avez un entourage général dans toute la région extrêmement compliqué qui vous complique la vie. Et puis, même, j'ose dire qu'il y a trop de monde qui essaye d'empêcher l'évolution normale de la Tunisie et qui est disposé à faire dérailler votre démarche. Et aussi d'autres qui veulent vous faire revenir, je ne sais pas combien de siècles en arrière, au lieu de progresser en avant. Bon, voilà, donc c'est un contexte extrêmement compliqué au moment où vous êtes en train de faire votre transition démocratique. Il y a de grandes opportunités, mais aussi de grands défis. L'opportunité qui est un défi, c'est bon, la construction d'un système démocratique, l'intégration de tous les pays dans un projet national vraiment consensuel et partagé, et puis bon, la grande bataille du jour le jour pour que le progrès économique du pays puisse faire arriver les bénéfices d'un changement pour le mieux à la population et qui puisse vraiment donc adhérer à ce grand projet national vers l'avenir. Bon, nous devons donc traiter sur la Tunisie de demain et des enjeux de sécurité et de défense. L'un des aspects cruciaux à cela, c'est que nous sommes dans un monde qui a tellement changé que même les références et les piliers de réflexion dans ce domaine ont complètement changé. La guerre même n'est plus ce qu'elle était. Aujourd'hui, la guerre n'est pas des grandes armées avec ces divisions de chars ou d'autres qui se confrontent, ou la chevalerie. Non, maintenant, la guerre, c'est la cybernétique, c'est le terrorisme, c'est la déstabilisation. Bon, ça a existé depuis toujours. Mais maintenant, bon, il n'y a pas de guerre ouverte. C'est par le biais d'autres qu'on incite à s'entretuer, financés par quelques-uns qui restent derrière, qui met le feu sur la poudre, mais qui garde sa sécurité. Et, donc, et puis, il y a une autre considération beaucoup plus large de la sécurité. Bon, tout ce concept que vous connaissez bien de la sécurité humaine. Et donc, ce n'est pas seulement de sauvegarder une sécurité hard security, non au sens de sécurité militaire, mais aussi tous les autres aspects à disons, conserver, à prendre en compte de la sécurité. Bon, j'évoquais maintenant cybernétique, numérique. On voit les attaques qui se font pour essayer d'avoir une incidence dans un sens ou un autre, même dans des procès électoraux, dans les pays à procès électoraux et démocratiques plus consolidés au monde. Et pourtant, susceptibles d'être attaqués par ces nouvelles méthodes, disons, de guerre cybernétique, si vous voulez, ou attaque en tout cas, ou la sécurité alimentaire, ou la sécurité environnementale, ou même, si vous voulez, la sécurité financière, économique en tout cas, ou de tout ordre. Et puis, il y a ces autres phénomènes. Je disais, les guerres ne sont plus ce qu'elles étaient. D'abord, ça a commencé à évoluer depuis, je ne sais pas, les guerres napoléoniennes, tout au moins en Espagne, on n'a pas fait une guerre conventionnelle. C'était les guérillas, bon, un mot espagnol qui est passé dans le langage universel.
Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas autant les guérillas, qui évidemment existent, il y a des situations de confrontation de guerre, mais surtout le terrorisme comme instrument d'influence, de pouvoir et d'ingérence, ou de nuisance en tout cas. Et tous les références sont neuves. Il y a de nouveaux acteurs. Ce n'est pas seulement les États comme traditionnellement. Il n'y a pas les armées conventionnelles. Il y a surtout des organisations de tout ordre, y compris les organisations terroristes. Il y a des mouvements idéologiques extrémistes, qui soient violents ou pas, mais qui donnent un autre jeu. Il y en a même qui se réclament prétendument de la religion et qui faussent les principes d'une ou autre religion. Pas une seule. Il y en a de tout ordre autour du monde. Il y a aussi non seulement des nouveaux acteurs, mais de nouveaux instruments. Je l'évoquais tout à l'heure. Il n'y a pas, pour de nouveaux types de guerres, de nouveaux types de menaces, il n'y a pas seulement l'armée. L'armée, disons que même n'est plus l'instrument fondamental. Et ça, c'est l'un des problèmes que l'on a. On dit très souvent des Américains qu'ils ont un grand marteau, puis ils pensent que tous les problèmes sont des clous, parce qu'ils ont un instrument militaire tellement formidable qu'ils pensent qu'avec l'armée, ils peuvent tout résoudre, et ce n'est pas le cas. C'est un autre type de confrontation pour lequel les divisions blindées ne sont pas utiles, et dont il y a tous ces autres instruments, que ce soit la police, les services de renseignement, les spécialistes de la lutte ou la contre-lutte digitale, les spécialistes de la communication, et il y a la coopération internationale aussi comme méthode, disons, de prévention, d'aide, etc. Non? Et là, on a passé aussi de cette coopération, pour ainsi dire, classique, qui étaient les alliances diplomatiques, militaires, etc., à quelque chose qui correspond aujourd'hui beaucoup plus à cette conception de sécurité humaine. Ce n'est tellement important, ce qui est important aussi, évidemment, une alliance, disons, militaire, mais c'est plus important encore, dans la quotidienité, avoir une grande alliance sur le plan économique, commercial, financier, assistance technique, etc. Comme nous avons essayé de le faire dans l'Euromed, qui continue en fonctionnement, et on expliquait ce matin tout ce qui est en train d'être fait, par exemple, par la coopération européenne avec les autorités et les institutions tunisiennes pour soutenir la démarche de construction démocratique dans le pays. Voilà donc que pour la Tunisie, il y a un grand besoin de tout ordre. La réflexion, la considération, on a entendu ce matin, Monsieur le ministre, et puis de grands spécialistes dans toutes les séances, la position de la Tunisie dans cet contexte international si complexe et compliqué et dangereux, et qui exige, disons, une partie de security hard, avec le contrôle de frontières, le contrôle de la sécurité, y compris dans des zones éloignées, ou surtout des zones touristiques, parce que c'est les ennemis de l'évolution de la construction démocratique en Tunisie vont essayer d'attaquer les sources de la richesse et du progrès de la Tunisie, dont les centres touristiques, etc. Et la prévention de la radicalisation. Comment prévenir la radicalisation? On est vraiment surpris de voir le nombre de jeunes gens qui perdent sa tête et qui deviennent djihadistes ou je ne sais pas quoi à partir de la Tunisie, mais pour moi, vraiment, c'est incompréhensible. Et puis, il y a dans la security soft tous les instruments qui peuvent être mis en fonctionnement pour éviter d'en arriver là et pour donc que le progrès économique et social du pays soit la meilleure prévention
et donc qui puisse donner la meilleure sécurité dans le pays. Voilà donc, je vais passer à nos intervenants d'aujourd'hui qui vont attaquer tous ces sujets de différents angles. Et donc, je vous remercie de votre attention avec ces propos introductoires et je passe la parole à M. Henrique Denassé, comme je disais, directeur du Centre français de recherche et renseignement, CF2R. Vous avez la parole. Voilà, je n'avais pas le retour. Rebonjour à toutes et à tous. Je voulais à mon tour remercier très chaleureusement les organisateurs et dire tout le plaisir que j'avais à être ici aujourd'hui, notamment en compagnie de mon ami Méditage, avec qui nous avons déjà eu l'occasion de travailler à Paris. Et dans les 2 heures qui m'ont été très généreusement accordées par le président de séance, je vais évoquer 3 sujets. Je vais évoquer 3 sujets. D'abord, la menace terroriste, finalement, quel aspect revêt-elle? En quoi cette menace terroriste est particulièrement préoccupante dans le cas de la Tunisie? Et puis, dans un 3e temps, j'évoquerai le rôle du renseignement. Alors, sur la menace terroriste, il y a un certain nombre de choses qui me semblent importantes de rappeler. La première, puisque nous sommes ici dans une rencontre entre le nord et le sud de la Méditerranée, c'est que les premières victimes du terrorisme ne sont pas les Européens et ne sont pas les Occidentaux. Il y a un rapport supérieur à 1 à 20 en nombre de victimes, et je mets y compris la guerre en Irak à côté, entre le nombre de victimes européennes du terrorisme et le nombre de victimes dans le monde arabo-musulman et en Asie du Sud-Est. Le jour où nous avons eu le plus d'attentats depuis le 11 septembre 2001, si ma mémoire ne défaille pas, c'est en 2005, au Bangladesh, 400 attentats simultanés le même jour. Aujourd'hui, la menace terroriste, pour prendre l'exemple d'un pays comme la France, c'est 355 morts en 15 ans. J'intègre dans ces victimes les Français morts à l'étranger et tous ceux qui sont morts en France, qu'ils soient français ou étrangers. Ça nous fait une moyenne de 22 victimes par an. Je rappelle que nous avons en France 20 000 personnes qui meurent d'accidents domestiques tous les ans, 4 000 personnes qui meurent d'accidents de la route, 1 600 crimes, 700 femmes battues sous les coups de leur mari, 700 enfants qui meurent sous les coups de leurs parents, 300 femmes qui meurent sous les coups de leur mari, 40 victimes d'avalanche, 40 victimes de noyades et en moyenne 22 victimes du terrorisme. Donc pour quelque chose qui est horrible, qui est injuste, tout le monde ici en convient, nous sommes sur une menace qui aujourd'hui occupe 95% des temps des médias, alors qu'elle représente exactement 0,06% des morts violentes. La France étant un des pays européens les plus touchés, ça vous donne une image de l'importance que nous accordons à ce mouvement. Alors ce mouvement est très préoccupant, il est particulièrement préoccupant pour les pays du Proche-Orient, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Je fais aussi une autre digression, mais le président le disait très bien, la guerre a changé, elle a profondément changé de nature et elle se nourrit aujourd'hui non pas de rivalité entre les États, mais de frustration politique, économique et sociale. Et toutes nos sociétés, que ce soit les sociétés du monde arabo-musulman, comme les sociétés européennes, nous générons de plus en plus de frustration dans notre environnement socio-culturel. Et à partir du moment où ces frustrations se multiplient, elles peuvent être économiques, on le disait, mais elles ne sont pas uniquement économiques, un certain nombre de pertes de repères et de pertes de valeurs sont des causes de motivation extraordinaires. Eh bien, on voit des phénomènes de radicalisation allant jusqu'à l'action violente de toute nature se multiplier. Le terrorisme d'origine salafo-wahhabite en est bien sûr une expression, mais nous travaillons, nous, aujourd'hui en France, sur d'autres formes de terrorisme qui émergent au nom de la défense de la planète, au nom du droit des animaux. C'est un phénomène sociologique global qui est extrêmement préoccupant. Je reste sur la menace un instant. Finalement, ce qui nous fait du tort à tous aujourd'hui, et je dirais particulièrement à vous, Tunisiens, et à nos amis du Maghreb, c'est le wahhabisme. Parce que cette branche extrêmement minoritaire de l'islam sunnite a pris en otage la totalité du monde musulman, véhicule en dehors du monde arabe une image extrêmement négative, et les réactions de rejet, de xénophobie, de populisme que l'on voit en Occident sont essentiellement et principalement dues à ce courant idéologique dans lequel j'intègre aussi bien le salafisme piétiste, les wahhabites et les frères musulmans,
qui ne sont finalement qu'une infime minorité de ce que l'islam représente. Et je dois malheureusement regretter le fait que ce n'est pas suffisamment rappelé. Donc, pour en terminer en quelques mots sur la menace, la façon dont elle est évaluée dans nos services de renseignement occidentaux, on prend souvent l'image de ce que l'on appelle les 3 pestes. Nous avons d'abord eu affaire à la peste brune, au début du XXe siècle, jusque dans les années 46, entre la fin des années 20 et les années 46. C'était la menace du fascisme que l'on a vu apparaître, bien sûr, en Italie, en Allemagne, à moindre degré en Espagne et au Portugal, mais sous des formes différentes, et puis quelques tentatives dans les autres pays européens. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette menace semble s'être éteinte, sauf quelques foyers pour l'instant peu préoccupants. Nous avons ce que nous appelons la peste rouge. Comment est-ce que le communisme, depuis 1917 jusqu'en 1991, s'est développé et a lui aussi profité d'un certain nombre de frustrations dans nos sociétés. Vous voyez, premier cas, on est sur un phénomène d'une trentaine d'années. Deuxième cas, on est sur un phénomène de 70-80 ans qui continue en Chine. Et nous considérons aujourd'hui que ce que nous appelons la peste verte, ce terrorisme lié à l'islam extrémiste, eh bien, risque à son tour, non pas de durer 70 ans, mais peut-être 100 ou 150 ans. À la fois parce qu'on est sur des phénomènes très dilués, c'est-à-dire que tant qu'il y aura 2 terroristes prêts à passer à l'action, le phénomène existera. Et puis surtout, c'est parce que les frustrations qui existent aujourd'hui dans l'ensemble de nos pays du nord ou du sud de la Méditerranée ne vont pas se résoudre en un tour de main dans les décennies qui viennent. Et je crois qu'il faut que nous fassions preuve d'une immense résilience parce que le phénomène va être durable. Mais je voulais insister en commençant ce propos en disant, en tout cas pour nous Français, il en est un peu différemment bien sûr pour vous Tunisiens, et c'est tout à fait différent en Syrie, en Irak ou en Égypte, l'impact est en réalité beaucoup, beaucoup plus faible qu'on ne l'imagine. Deuxième point, j'en viens à la Tunisie. Lorsque, vu de France et travaillant sur ces questions, nous regardons avec bien sûr la déformation et l'humilité qui s'impose la situation du terrorisme et de la menace terroriste en Tunisie, nous ne pouvons pas nous empêcher de faire un parallèle avec 2 États dans lesquels la situation était très préoccupante. Ce parallèle, nous le faisons au regard du nombre de citoyens tunisiens partis combattre avec Daesh ou sur les théâtres d'opérations extérieures. Parce que le parallèle que nous faisons avec les 2 États, c'est celui du Pakistan et celui de l'Algérie. Ce sont 2 États qui ont envoyé énormément de combattants en Afghanistan dans les années 70-80 et qui ont été très durablement déstabilisés, qui le sont encore, par le retour de tous ces combattants. Alors, tous les contextes géographiques et historiques sont différents, mais la Tunisie aujourd'hui non seulement risque d'avoir un jour ou l'autre le problème de ses retours, la problématique est différente de celle de l'Algérie des années 90 parce que vous risquez, comme on le disait tout à l'heure, vous-même d'être entouré de 2 pays en situation de désagrégation, ou en tout cas en risque de désagrégation. Si l'Algérie a pu se sortir de ces années noires que nous avons beaucoup sous-estimées en France, le drame algérien est quelque chose d'absolument horrible, mais on doit observer que la situation se poursuit aujourd'hui au Pakistan et que la déstabilisation durable de cet État, qui se nourrissait de toute façon de l'installation d'un régime islamiste avant même le début du conflit en Afghanistan, fait que le retour de ces combattants, qu'ils soient d'origine pakistanaise ou étrangère, a créé un véritable chaos. Alors, je ne prédis rien de tel pour la Tunisie. Tout d'abord parce que quand on fait du renseignement, on ne fait pas de la prospective, on ne fait pas de l'astrologie, on essaie de suivre les faits et parfois de faire un tout petit peu de prévision. Mais effectivement, ça fait partie des choses que nous regardons, à tort ou à raison, en se disant l'enjeu, il est là. L'enjeu, c'est comment gérer ces quelques milliers de citoyens tunisiens qui se sont engagés, compromis dans l'action militaire ou terroriste dans le reste du Moyen-Orient le jour où ils reviendront. Et pour l'instant, personne, à ma connaissance, n'a de solution à proposer. C'est un aspect extrêmement préoccupant, mais qui concerne l'ensemble des pays qui ont eu dans leur société des citoyens qui sont partis. La France, avec près de 700 combattants et probablement 13 000 personnes liées directement ou indirectement à cet islam combattant, ne sera pas épargnée. L'enjeu aujourd'hui est de gérer ces personnes qui vont revenir. Et autant il me semble logique de parler de contre-radicalisation. Comment interrompre un processus de montée à l'extrême d'individus déphasés, souvent délinquants, souvent psychiquement ou psychiatriquement défaillants,
Hein, vous savez que selon nos chiffres en France sur les combattants islamistes radicaux qui ont été soit arrêtés, soit qui sont passés à l'action, on estime qu'il y a 40% d'entre eux relèvent de la délinquance et 25% de la psychiatrie. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sur des phénomènes de type criminel que sur des phénomènes de type religieux. Quand on débriefe ces combattants, d'abord ils ne parlent pas l'arabe, quasiment pas. C'est à peine s'ils ont lu le Coran. Ils vous annonnent 2-3 stupidités qu'ils ont entendues de ci, de là, et ils font que de la reproduction bête et méchante. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais insister, ça va peut-être vous faire sourire, mais nous sommes là confrontés particulièrement à un problème masculin. Quand on étudie la guerre, quand on étudie le crime, quand on étudie les conflits, quand on étudie le terrorisme, la torture, à quelques très très rares exceptions près, c'est ce que nous appelons, nous, le complexe de la testostérone. C'est-à-dire qu'on trouve dans l'histoire, on va trouver des femmes qui ont été chefs de camp chez les nazis, on va trouver des femmes qui ont été chefs de camp de torture chez les Khmers rouges. On commence à trouver, ce qui est préoccupant, des combattantes palestiniennes qui se font sauter. Mais l'un des enjeux aujourd'hui, c'est d'empêcher la radicalisation des femmes. Parce qu'une société qui ne se manifeste que par une violence masculine, d'une certaine façon, c'est normal. Mais quand les femmes dans une société commencent à passer à l'action violente, là, on est sur une déstructuration qui est extrêmement profonde, et j'attire votre attention sur ce point. Nous commençons à avoir quelques exemples de femmes ayant tenté de préparer des attentats en France. Ce ne sont pas uniquement ces femmes qui partent en Syrie pour être les compagnes de ces combattants, ce sont des femmes prêtes à passer à l'action, et ça, ce sont des signes extrêmement préoccupants. Troisième point, quel rôle peut jouer le renseignement ? On observe depuis une quinzaine d'années une forme de dévoiement du travail du renseignement pour deux raisons. D'abord parce que c'est de moins en moins un travail de renseignement au sens propre et noble du terme, c'est de plus en plus un travail de policier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a très peu de réflexion, d'action à long terme. Tout le monde travaille à très court terme pour essayer d'empêcher un attentat terroriste à quelques semaines, et on est sur de l'information quasiment policière, même si on travaille dans le renseignement extérieur. Donc le renseignement, au lieu d'être dans une réflexion à moyen terme pour essayer de comprendre les racines des problèmes, essayer de distinguer la manière dont le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est, l'Amérique latine pourraient travailler, aujourd'hui l'essentiel de tous nos services occidentaux, mais à quelque chose près, je sais que c'est la même chose en Afrique du Nord, tout le monde travaille dans un court-termisme épouvantable pour empêcher des attentats. Alors nous sommes en permanence dans une situation où nous essayons d'écoper le bateau qui prend l'eau, mais plus personne ne s'occupe de piloter le bateau. Et l'un des aspects, bien entendu, moi qui ai quitté le service actif il y a quelques années, qui me frappe le plus, c'est que les réflexions à moyen terme n'existent pas. Et surtout, et j'insiste sur ce point que je vais développer très rapidement, c'est que les révolutions d'Internet, les révolutions des technologies de l'information, si elles nous ont apporté probablement 10 fois plus de moyens pour nous informer, ont aussi apporté probablement 100 fois, voire 1000 fois plus de moyens de nous désinformer. Et le paradoxe actuel, avec l'importance prise par les médias, et notamment par les médias mainstream d'origine anglo-saxonne, par le fait que les uns et les autres, dans notre société du travail, nous sommes tous de plus en plus débordés, le temps de lecture, le travail culturel personnel disparaît de plus en plus, eh bien nous prenons tous un énorme risque de voir l'ensemble de nos sociétés désinformer et analyser les choses à très court terme. Et j'insiste sur ce point parce que nous avons beaucoup travaillé avec mon équipe et un certain nombre de centres de recherche étrangers sur ce phénomène. Je vous avoue, et notamment dans le cadre de votre pays dans lequel nous sommes venus en 2011 et de la Libye, que j'ai de très très forts doutes sur la totale spontanéité des printemps arabes. Bien évidemment, qu'il y ait une révolte populaire en Tunisie, ça me semble tout à fait normal, mais je crois que de 2001 à 2011, il y a quasiment une révolte tous les ans. Pourquoi celle de 2011 a-t-elle explosé alors que les autres ne l'avaient pas fait? Pourquoi est-ce que les combattants et les terroristes que l'on a vus en Libye, avec des pratiques qui n'avaient rien à voir avec ce qui se passait en Libye, ont pu obtenir en aussi peu de temps une intervention occidentale? Et je le dis à la fois de manière très amicale à nos amis américains et russes qui sont ici présents. Moi, pendant la guerre froide, j'ai évidemment beaucoup travaillé sur la fin de la guerre froide contre les services soviétiques. Mais je dois avouer, quand on regarde le monde tel qu'il évolue aujourd'hui, nous vivons véritablement, à mon sens, sous une propagande épouvantable venant des États-Unis. Le monde mainstream dans lequel nous vivons n'a que des valeurs d'origine américaine, et considérer que nous pouvons lutter contre le terrorisme alors que nos démocraties occidentales, sous l'influence de Washington, sont les meilleurs alliés de l'Arabie saoudite et du Qatar,
C'est comme vouloir lutter contre le mouvement nazi en étant les alliés d'Hitler. Aujourd'hui, je ne suis pas un admirateur de l'Iran, mais considérer que l'Arabie saoudite est un régime plus respectable que Téhéran me semble largement exagéré. Je pense qu'il faudrait les ranger tous les deux au même niveau. Or, notre logique aujourd'hui fait que nous considérons que les Iraniens sont des gens absolument dangereux, ce qui a bien sûr une part de vérité, mais qui sont loin d'être des gens tout à fait, tout à fait irresponsables. Et la direction que nous prenons fait que nous luttons d'une part contre le terrorisme, mais nous ne cessons de l'entretenir. Et la manière dont sont présentés les événements internationaux ne cesse d'aller dans le même sens. Et ce qui est extrêmement grave, peut-être au moment des questions, vous me ferez part de vos points de vue, c'est de voir comment petit à petit les élites européennes et occidentales, grâce à un social learning américain très astucieux, sont gagnées aux idéaux néoconservateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos pays, j'insiste là-dessus, nous considérons que la Russie est de toute façon un État dangereux, ce qui me semble être à des années-lumière de la réalité. Nous considérons qu'il vaut mieux les djihadistes de Daesh ou d'Al-Qaïda plutôt que Bachar al-Assad, qu'il fallait intervenir en Libye alors que nous avons honteusement violé la résolution de 1973 des Nations Unies, dont vous êtes les premières victimes, que nous avons en Crimée soutenu une révolution tout à fait illégitime, en Ukraine, pardon. Je rappelle que Yanukovych avait été élu avec des observateurs de l'OCDE, donc une élection légitime, et que nous avons soutenu des gens qui renversent un régime légitime à un an des élections. Alors, je m'éloigne, vous avez peut-être le sentiment que je m'éloigne de la Tunisie, mais le rôle du renseignement qui n'est plus toujours pratiqué aujourd'hui, et quand on remet la place de la Tunisie dans son environnement régional, on ne peut pas, si on ne décrypte pas les événements internationaux, si on n'essaie pas de leur donner une autre dimension, on ne pourra jamais avoir une vision objective et réaliste des choses. Le rôle d'un officier de renseignement tel que ceux qui viennent de ce métier pratiquent, c'est que nous savons par principe que, un, nous pouvons nous tromper, et deux, que nous devons nous remettre en cause. Aujourd'hui, continuer à voir le monde tel que nous voudrions qu'il soit, sans voir la réalité, me semble assez catastrophique. On a beaucoup parlé des États-Unis, j'ai travaillé côte à côte avec les services américains pendant la guerre froide, mais aujourd'hui, je rappelle qu'un certain nombre de révolutions de couleurs sur les marges de la Russie, comme les printemps arabes, l'influence et l'ingérence des États-Unis, l'alliance d'un certain nombre de membres de l'establishment américain, non seulement avec le régime saoudien, mais avec les frères musulmans, a conduit à la situation dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, on veut continuer à nous faire croire que la première démocratie du monde est à Washington et que le régime le plus dangereux de la planète est à Moscou. Je rappelle que si la Russie n'est peut-être pas une démocratie aussi parfaite que nous le souhaiterions en Occident, ce n'est plus le régime totalitaire qui a été celui de l'URSS. Inversement, nos amis américains ont violé les règles de l'ONU en 2003 en envahissant illégalement l'Irak, ont mis la quasi-totalité de leur population sur écoute à partir du Patriot Act, continuent à faire des frappes de drones, des assassinats et des enlèvements extrajudiciaires à peu près partout dans le monde, sont alliés avec l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie, qui sont trois régimes qui soutiennent le djihadisme auquel nous sommes confrontés. Alors, pour terminer, mon but n'est pas faire de l'anti-américanisme. Je critique des gouvernements, les relations entre les peuples et les individus sont tout à fait autre chose. Mais je suis très inquiet de la forme de gangrène mentale qui s'installe dans nos démocraties européennes, avec cette adhésion aveugle, stupide et systématique au point de vue américain. Et on pourra disserter pendant des années de la manière de lutter contre le terrorisme sur un plan pratique. Tant qu'on n'aura pas remis cette vision stratégique des choses en place, je pense que l'effet des actions de terrain ne serviront pas à grand-chose. Je vous remercie. Voilà que c'était vrai. Le CF2R était inquiétant. Et vraiment, ça nous amène vraiment à des réflexions, oui, je le dis sérieusement, assez approfondies, pour voir ce qui est au-dessous du dessous. Mais on va essayer d'avancer dans cette démarche. Et donc, on va passer à l'exposition de M. Merti. Moi, à l'espagnol, je dis Tage, mais Teji. Teji. Alors, Mardi, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président.
Je vais faire appel à votre indulgence et prendre 5 minutes supplémentaires uniquement parce qu'il y a des étudiants pour évoquer d'abord l'ITES et ensuite la Tunisie en 2025 parce que c'est quand même le sujet aussi de ce forum. Tout d'abord, je tiens à te féliciter, Taïb, comme d'habitude, notamment bien sûr pour le 20e anniversaire et je te souhaite énormément de succès, j'espère pour au moins les 20 prochaines années. Alors relativement à l'ITES, donc nous avons publié, maintenant ça y est, c'est fait, l'étude de la Tunisie en 2025. Elle s'est justifiée par une nécessité qui était une nécessité qui me paraissait centrale. La réflexion a germé au mois d'octobre 2015. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Pourquoi? À cette époque-là, déjà, il y avait de fortes revendications qui émanaient y compris de la société civile et qui affirmaient clairement qu'il y a un déficit ou une absence totale de vision de la part des autorités tunisiennes. Donc, notre objectif a été de fixer cette vision, de la déterminer et ensuite d'identifier les scénarios de sortie de crise et l'ensemble des orientations stratégiques permettant de mettre en œuvre cette vision. Et pour la première fois, c'est inédit dans l'histoire de l'ITES, elle est disponible dès maintenant, elle est téléchargeable par tout le monde sur le site ites.tn. Deuxièmement, nous allons veiller maintenant, c'est notre rôle, du fait de son inclusivité, du fait qu'elle ait été une étude participative qui a impliqué plus de 700 personnes issues de l'ensemble des franges du tissu social tunisien, de l'administration bien évidemment, des ministères, mais également de l'UTICA, de l'UGTT, la société civile, etc. etc. Il appartient également maintenant à l'ensemble des Tunisiens de la lire, de la critiquer, d'en débattre et surtout de se l'approprier. Et nous, à l'ITES, avec l'ensemble des experts qui sont présents, y compris ici dans cette salle, j'espère que nous allons tout mettre en œuvre pour permettre son appropriation et son implémentation. Et donc, il y a une vision. Pour revenir au sujet de la politique nationale de défense et de sécurité, et puis nous avons l'honneur d'avoir l'amiral Harbi ici présent, qui est le président de la commission défense et sécurité nationale à l'ITES, je tenais à mettre en exergue le fait que donc il y a eu un mapping de l'ensemble des menaces susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale tunisienne, bien évidemment avec la menace terroriste, et surtout l'identification de deux fonctions stratégiques. Et c'est l'œuvre de l'amiral, et puis c'est une œuvre qui est singulièrement tunisienne. Nous ne sommes pas allés puiser dans ce que font les Britanniques ou les Américains ou les Français. Cette fonction stratégique est articulée sur deux principes, la proactivité à longue portée ou à long terme et la proactivité à court terme, et puis la résilience amont, la résilience aval. Donc c'est une nouveauté et je tenais à vous la faire partager. Quant à moi maintenant, dans le cadre de mon exposé, et donc là vous pouvez enclencher le chronomètre, je vais Maintenant 10 minutes. Je vais me focaliser principalement sur la dimension géopolitique de la menace terroriste. Donc je vais largement dépasser le territoire tunisien. Comme je le dis, en lisant l'étude, vous trouverez l'ensemble des menaces portant atteinte à la sécurité nationale tunisienne. Donc la menace terroriste en Tunisie, c'est indéniable, c'est quand même la menace principale à la sécurité nationale du pays, qu'on le veuille ou non. Eric, tu as parfaitement raison, mais pour un pays comme la Tunisie, un acte nous pénalise sur 2 ou 3 ans au minimum, je dis au niveau d'un des piliers de notre économie nationale, qu'est le tourisme. Donc ça a un impact considérable. Alors, il y a des avancées notables de la part des forces de sécurité et de l'armée qui font un travail qu'il convient de saluer. Il y a eu une évolution au niveau de la doctrine de lutte contre le terrorisme, il y a eu une montée en gamme capacitaire avec l'acquisition de nouveaux matériaux, il y a eu de la formation de nos forces,
et puis une coopération internationale de plus en plus étoffée. Parallèlement, le cœur de la lutte, c'est le renseignement stratégique. Et il y a également des avancées notables. Maintenant, le risque zéro n'existe pas. Je ne me limiterai pas quand même pour la Tunisie de dire que la menace principale, c'est le terrorisme. Il y a une menace que j'ai appelée la menace en hippo, et nous l'observons. L'affaiblissement de l'État a provoqué une régression politique qui s'est exprimée par la remontée de la logique tribale. Et nous l'observons. Il suffit de suivre aujourd'hui ce qui s'est passé à Tataouine. Malheureusement, cette montée en puissance de la logique tribale, avec des populations qui aspirent à confisquer des ressources du pays. Nous l'avons vu dans le bassin minier avec le phosphate, nous l'avons vu au niveau du pétrole, c'est encore actuellement le cas au niveau du pétrole Tataouine, et pourquoi pas demain les régions du nord-ouest qui se mettraient à confisquer l'eau et d'autres, etc., etc. Donc il y a un danger, il y a des lignes de fracture qui traversent le pays et qui sont susceptibles d'être instrumentalisées et exploitées à des fins malveillantes, à la fois par des acteurs intérieurs et des acteurs extérieurs. Ça, c'est la menace en hippo. Il y a la menace en hyper également, c'est-à-dire que la transition démocratique tunisienne a révélé l'existence d'une minorité qui, niant la légitimité de l'État national, ne reconnaissent pas le drapeau tunisien, milite pour l'avènement de l'État communautaire arabe ou islamique. Donc quand on analyse la menace terroriste, il faut toujours garder, à mon sens, ces deux menaces complémentaires qui sont en hippo et en hyper. Maintenant, la complexité géopolitique de la menace terroriste. Quelques points d'ordre stratégique que j'énumérerai les uns après les autres. Face à la complexité de cette menace, justement, terroriste, parce que il y a une phrase qui est très connue, mais souvent les terroristes des uns sont les résistants des autres, etc. Au niveau des Nations Unies, il n'y a aucune définition consensuelle du terme terrorisme. Donc face à la complexité du phénomène, la prudence d'un chercheur ou d'un modeste chercheur que je suis doit guider toute politique d'investigation sur ce phénomène. Et deux questions me paraissent essentielles. Quelle est la part du local, c'est-à-dire de ces personnes qui sont sécrétées par un milieu social? Et quelle est la part internationale, c'est-à-dire d'une éventuelle internationale terroriste, à laquelle, en toute honnêteté, je ne crois absolument pas. L'idée qu'on a voulu nous vendre d'une Al-Qaïda qui serait à l'image d'une firme multinationale américaine ou autre, hein, il ne s'agit pas de stigmatiser les Américains, mais d'une Al-Qaïda avec une centrale et puis des branches, des succursales au Maghreb, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, j'ai extrêmement de mal à admettre cette idée. Mais nous devons nous interroger sur la dialectique locale internationale. Deuxième question que l'on doit toujours se poser, quelle est la part relevant des authentiques combattants, c'est-à-dire de jeunes déracinés souvent, en perte d'identité, facilement manipulables, et qui sont prêts à aller au sacrifice ultime, et qui y croient profondément, notamment véhiculés par les thèses wahhabites. Et quelle est la part instrumentalisation par des commanditaires qui souvent sont très loin de toute foi islamique et qui poursuivent des objectifs d'ordre soit criminel, soit d'ordre stratégique. Ce qui m'intéresse en tant que chercheur, c'est quels sont les commanditaires et quels sont les objectifs qu'ils poursuivent. Donc je dis attention, lorsque l'on analyse la menace terroriste, ne jamais se contenter de la face visible de l'iceberg. Il faut plonger dans la complexité du phénomène. Deuxième point, le caractère mouvant et transnational de la menace terroriste. C'est un peu le diatope développé par Yves Lacoste. Je pense que par exemple en Tunisie, nous ne pourrons poser le bon diagnostic de la menace terroriste que si nous l'analysons au niveau local, parce que nous sécrétons un mal. Au niveau régional, il y a des facteurs régionaux qui dopent cette menace terroriste, et au niveau international. Et c'est la dialectique entre ces trois plans qui doit permettre de poser le bon diagnostic relativement à la menace terroriste.
Eric évoquait le problème des foreign fighters. C'est un problème qui va s'inscrire dans la durée. C'est une menace majeure relativement à la sécurité nationale tunisienne. Malheureusement, nous avons le premier contingent au monde. Alors, l'ITES a lancé depuis le mois d'octobre, avec des partenaires étrangers, une étude qui est relativement inédite sur le profil sociologique du Tunisien qui est parti au niveau des terres du djihad. Nous le faisons avec des interviews, des focus groups dans les prisons, allant interroger l'ensemble de ceux qui sont les 190 qui sont actuellement emprisonnés pour être allés vers les terres du djihad ou alors avoir commis des actes terroristes. Mais ça, c'est l'amont. C'est comprendre le profil pour éviter de futures vagues et mieux cibler une stratégie. Mais nous devons aller vers l'aval, c'est-à-dire que faire face au retour de ceux qui sont susceptibles de revenir. Là, il n'y a pas de stratégie. À ma connaissance, à l'échelle mondiale, il n'y a pas de stratégie miracle. Personne n'a trouvé, entre guillemets, la stratégie qui répondrait au problème. Et je pense qu'il faut opérer par différenciation. La stratégie tunisienne sera proprement tunisienne. Il y aura des socles communs, mais elle sera proprement tunisienne parce que ces individus sont sécrétés par une sociologie tunisienne. La française sera française. Celle du Danemark répondra aux impératifs du Danemark, etc. Troisième point, c'est l'importance, à mon sens, de l'histoire. On ne peut comprendre la menace terroriste et on ne peut poser le bon diagnostic qu'en la réintégrant dans le temps long de l'histoire. C'est la rémanence historique, c'est ma formation de géopoliticien. Je vous donne un exemple. Le terrorisme au sein de la bande sahélo-saharienne. Alors on a eu AQMI, on a eu le Mujao, on a eu Ansar ad-Din. Maintenant il y a Ansar ad-Din 1, Ansar ad-Din 2, le Front de libération du Massina. Bon. On voit une kyrielle de groupes pulluler et puis on s'interroge. Quelle est leur nature réelle? Est-ce que l'on n'a pas tendance à plaquer le terme terroriste sur des groupes qui en réalité n'en portent que le nom, mais poursuivent des objectifs qui sont loin, encore une fois, de toute foi islamique et qui sont essentiellement d'ordre criminel. Parallèlement, il faut revenir vers la complexité géopolitique de cet espace et de l'ensemble des espaces où il y a du terrorisme. Et je vous donne un exemple. Le Front de libération du Massina, qui témoigne, selon certains analystes, donc, non seulement d'une prolifération, mais d'une descente du phénomène terroriste du nord du Mali vers le sud jusqu'au Burkina Faso. Mais pourquoi ça marche? Mais en réalité, parce que tout simplement, ce front de libération du Massina s'est constitué parce que ce sont des peuls qui veulent résister face et récupérer surtout les terres de pâturage pour leur cheptel, face, dans l'ambiance du réchauffement climatique, face aux agriculteurs Bambara et Soninké. Voilà la réalité sociologique du phénomène. Si on ne revient pas vers cette complexité-là, et on se contente du vocable terroriste, nous nous trompons de problématique. De la même manière que ignorer le fait que l'ensemble des États sahéliens sont brisés par une véritable ligne de feu qui les traverse en deux, entre des populations du nord arabisées musulmanes et des populations du sud, certes musulmanes, mais noires. Or, historiquement, les populations du nord allaient raser les populations du sud. C'étaient les dominants. Il ne faut jamais oublier cette réalité. La colonisation a inversé les rapports dominants-dominés. Et donc, lors de l'indépendance, les anciens dominés sont devenus les dominants et les autres se sont retrouvés totalement marginalisés. Donc, il y a eu la première révolte Touareg, nous en sommes à la 5e, et je peux vous garantir, en termes prospectifs, qu'il y en aura une 6e, une 7e, une 8e, jusqu'à ce que l'on arrive à se poser la véritable problématique de fond: comment administrer et gouverner ces territoires. Il faut de nouvelles formes de gouvernance. Sinon, le phénomène dit terroriste aura tendance à proliférer. Quatrième point,
l'islamisme, c'est un nouvel horizon révolutionnaire, entre guillemets. Nous le voyons dans nos jeunesses. C'est valable au sein de la bande sahélienne, mais pas que. Partout. Les jeunes Tunisiens qui vont vers les terres du djihad, c'est parce qu'il y a un déracinement total. C'est parce qu'il n'y a pas d'espoir. L'État n'incarne plus et n'offre plus d'espoir. Et puis, le jeune a besoin de se sentir utile, d'exister. C'est le besoin d'existence. Eh bien, il se reconnaît dans une espèce de nouvel horizon révolutionnaire. C'est valable également pour les pays de la bande sahélo-saharienne. Et il ne faut jamais oublier que ces mouvements ont pour vocation également de briser les anciennes chefferies traditionnelles. Cinquième point que je tenais à aborder, et je vais rapidement parce que Monsieur le Président commence à me regarder, ce sont les fausses certitudes. Ce sont les fausses certitudes justement, et j'ai eu la chance de pouvoir me rendre dans les différents pays sahéliens et de rencontrer différents interlocuteurs. Et encore une fois, attention à la face visible de l'iceberg. Qu'il s'appelle ACMI, qu'il s'appelle Mujao, qu'il s'appelle Ansar-Eddin 1, 2 ou 3, ou etc. En réalité, ce sont tous des groupes qui profitent du désordre sahélien. Ils profitent d'un espace désarticulé sur le plan stratégique. L'islamisme radical, en réalité, c'est le conduit par lequel s'introduit le crime organisé transnational. Et à mon sens, la menace majeure du XXIe siècle, ce sont les organisations criminelles transnationales. Ça n'est pas le terrorisme. Et la Tunisie n'est pas épargnée. Attention à la menace criminelle transnationale. Souvent, l'extrémisme islamique n'est qu'un vernis idéologique adopté par ces groupes-là pour poursuivre des desseins d'ordre criminel. Je vous donne un exemple. À l'époque, il y a eu des enlèvements qui se multipliaient les uns après les autres d'occidentaux au sein de la bande sahélo-saharienne. Et j'ai eu l'occasion de discuter longuement avec un militaire nigérien et des militaires maliens. Et puis il m'expliquait, il me disait, mais selon vous, si il se réclamait de telle tribu ou telle... et il kidnappait un Espagnol, quel serait son crédit? Qui l'écouterait? Par contre, s'il dit « je suis un membre d'ACMI, je suis une dissidence d'ACMI », là, 1, il bénéficie de l'ensemble des projecteurs, 2, il peut demander beaucoup d'argent et faire monter les enchères. Donc, le crime organisé transnational. 6e point, les calculs stratégiques. Et c'est là où je rejoins Eric. C'est le jeu des puissances régionales et des puissances internationales qui ont tendance à instrumentaliser certains individus ou certains groupes à des fins purement géopolitiques et stratégiques. Alors, plusieurs exemples. Un exemple. Villepin l'avait clairement souligné il y a moins d'1 an. En 2001, nous avions un foyer djihadiste. C'était l'Afghanistan. Aujourd'hui, il y en a plus d'une quinzaine. Alors, il y a un sérieux problème. Soit l'ensemble des interventions qui sont menées au nom de la guerre contre le terrorisme ne mènent nulle part, et donc il y a une mauvaise approche et un défaut de méthode, mais il y a quand même une certaine persistance qui interroge et qui interpelle, ou alors il y a quand même des agendas masqués, des agendas qui sont purement géopolitiques et stratégiques. Si les Russes sont intervenus en Syrie, si les Chinois s'intéressent profondément à ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est qu'ils savent très bien qu'il y a de nombreux Russes ou russophones qui sont dans Daesh et qui sont susceptibles de revenir et de les menacer et d'être réorientés
pour déstabiliser les périphéries musulmanes au niveau du Caucase, etc. C'est la même chose pour les Ouïghours, pour les Chinois. Il y aurait plus de 2000 Ouïghours dans Daesh. Donc on voit bien que ça obéit à des objectifs de déstabilisation de compétiteurs, de rivaux géopolitiques. Deuxième point qui m'interpelle, j'explorais les différents plans de recomposition du Moyen-Orient. Depuis les années 80, même 50, hein, mais bon, depuis les années 80 et essentiellement les années 2000. Ralph Peters, 2006, d'autres, Madame Robin Wright, 2013, et d'autres. Tous évoquaient la création d'un Sunnistan, à cheval entre l'Irak et la Syrie. Je me suis amusé à prendre un papier calque et à prendre une carte qui délimite le territoire de Daesh. J'ai bien frotté, j'ai reposé le papier calque sur les cartes de Ralph Peters et de Robin Wright. C'est quasiment superposable. Le Daesh et le Sunnistan, c'est la même chose. Ça m'interpelle en tant que chercheur. Un rapport de la DIA de 2015, qui est sorti récemment, a clairement évoqué l'ensemble des instrumentalisations à travers le phénomène Daesh. Dès 2004, des études de think tank américains évoquaient l'apparition d'un califat au Moyen-Orient. Et dernièrement, M. Friedman, par exemple, vient de sortir un article dans le New York Times, il y a une semaine. Il le dit clairement, écrit noir sur blanc. Daesh est un atout stratégique pour les États-Unis. Et il distingue le Daesh territorial du Daesh virtuel. Le Daesh virtuel, pour lui, représente une menace majeure du fait du web et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et donc de sa capacité à endoctriner. Mais le Daesh territorial ne lui pose aucun problème. Je vous invite à lire cet article qui me paraît central. Donc, je finirai là-dessus, si vous voulez. Attention à la complexité d'un phénomène qui, en réalité, est riche d'une multitude de facettes, à la fois parfois claires, mais malheureusement souvent extrêmement obscures et donc difficiles à percevoir. Je vous appelle à... c'est l'esprit critique, c'est l'esprit analytique, et à ne surtout pas nous contenter de la face visible de l'iceberg. Merci, Monsieur le Président. C'est tout un ensemble de réflexions qu'il faudra relire avec attention, parce qu'il y avait évidemment beaucoup de choses en peu de temps. Et bon, maintenant, on va passer de cette, si vous me permettez, l'apparente contradiction de cette fougue réflexive de notre jeune chercheur si poussé dans ce domaine à la réflexion âgée, savante de mon ami Vasconcelos. Hein? Alors, tu as la parole et tu as l'attention de tous. Bonsoir, grand plaisir d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation et un plaisir particulier d'être modéré par Seine Florence, que je rencontre avec énorme plaisir pour tout le travail qu'il a fait et qu'il fait pour les relations iran-méditerranéennes. Moi, je pourrais faire plusieurs choses dans cette petite intervention. Peut-être que je vais reprendre quelques des thèmes qui ont été traités pour dire où je ne suis pas d'accord. Peut-être ça sera plus intéressant pour le débat, quand même suivant plus ou moins le schéma que j'avais pensé. D'abord, la Tunisie et ses problèmes de la sécurité. La Tunisie, c'est pour nous tous une histoire extraordinaire. Pour nous tous qui suivons cette transition démocratique tunisienne, cette île, cet village d'Astérix qui résiste dans un monde moyen-oriental en décomposition, en désintégration. Évidemment, quand on regarde
cette consolidation démocratique de la Tunisie, on doit se poser la question où sont les menaces pour cette consolidation de la démocratie et quelle réponse la communauté internationale, l'Europe, pensons-nous, et avant tout les Tunisiens, peuvent donner à ces menaces, à la consolidation de sa démocratie. Immédiatement, il apparaissent deux quand on pense à cette thématique. D'un côté, les injustices sociales qu'une partie de la population tunisienne continue à sentir, le fait que pour beaucoup, la situation sociale d'aujourd'hui n'est pas meilleure qu'elle était avant la révolution, ça c'est un problème majeur, les asymétries. Et qu'est-ce que ça viendra de là, nous ne savons pas. Mais ce n'est pas notre thème. L'autre thème qui est le thème d'aujourd'hui, c'est les enjeux de la sécurité et l'impact politique qu'ils peuvent avoir dans la transition tunisienne. On a vu ça déjà dans la transition tunisienne dans les premières années, que des attaques, des attentats ciblés ont créé des problèmes majeurs à la transition tunisienne. Et on presque fait dérailler la transition tunisienne ces attentats politiquement ciblés avec une intention de diviser la situation, la société tunisienne et dérailler le processus démocratique. Alors, ces attentats peuvent revenir. Et pourquoi? Parce que la Tunisie est la frontière entre le Moyen-Orient désintégré et un Maghreb, on va dire un Maghreb central. Je mets la Libye dans le Moyen-Orient dans ce contexte. Et un Maghreb central encore plus stable. Et cette frontière de désintégration, l'Europe devait considérer comme une frontière aussi européenne de la sécurité. Cette frontière entre la Tunisie et un Moyen-Orient qui se désintègre. Et je pense que nous n'avons pas vraiment conscience de la gravité de la situation au Moyen-Orient parce que nous ne vivons pas là-bas, c'est tout. Non? On était Syriens, dans un pays où il y a eu déjà plus d'un demi-million de morts, 6 millions de réfugiés, peut-être 7 millions de déplacés, où la vie est devenue impossible, où la guerre est une constante, où au moment où on parle, presque toutes les grandes puissances du monde sont en train de bombarder la Syrie, non, de la Russie aux États-Unis, à la France, tout le monde bombarde en Syrie, on aurait peut-être une notion plus claire de la gravité de cette situation. Et après, on pense que cette situation, ce n'est pas seulement en Syrie, c'est aussi en Irak, c'est aussi l'Égypte qui est dans une situation chaque jour plus difficile du point de vue de la sécurité interne, et pour ne pas parler de la gravité de la situation politique. Et évidemment, c'est la Libye des 1000 milices, de 2 gouvernements complètement désintégrés, où la violence est devenue un enjeu quotidien et un phénomène qui touche la majorité de la population. Alors, la Tunisie est dans cette frontière. Et là, il y a, quand on parle de sécurité de la Tunisie, peut-être il y a 2 dimensions. La dimension extérieure, c'est celle que je viens de parler, et la dimension interne, que c'est des petits groupes djihadistes dans la frontière avec l'Algérie et des attentats qui ont eu lieu et qui ont un lien avec la situation peut-être libyenne et moyen-orientale. Ça veut dire que dans ce cas de la Tunisie, les enjeux extérieurs et intérieurs de sécurité sont complètement interliés, qu'il y a une interconnexion claire et que pour agir, pour résoudre le problème, on ne peut pas agir seulement au niveau intérieur, il faut agir aussi au niveau régional. Mais la Tunisie n'a pas les moyens pour aller stabiliser la Libye, pour résoudre la guerre en Syrie. Mais là est, disons, la clé pour la résolution des problèmes de la sécurité tunisienne, et pas seulement en Tunisie, et au Moyen-Orient, et en Libye. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va passer en Algérie. Jusqu'à présent, la frontière entre la Tunisie et l'Algérie, c'est une frontière plus ou moins stable. Mais l'après Bouteflika,
c'est un énorme point d'interrogation pour tout le monde qui étudie cette région. Et on ne sait pas comment va se faire cette transition après Bouteflika. C'est-à-dire, les enjeux de sécurité sont vraiment des enjeux majeurs pour la transition démocratique tunisienne. Mais peut-être là où la Tunisie peut et joue déjà un rôle très important, c'est dans la résolution des problèmes de sécurité interne. Ce débat qu'on a commencé à avoir sur le terrorisme et la lutte antiterroriste. Et alors, moi, je voulais parler aussi de ça. Et je pense que si on parle de cette menace interne, il y a quelque chose pour moi, c'est absolument essentiel pour la déjouer et pour le faire face. C'est le mot que j'appelle différenciation. Différencier. Je pense que c'est le mot clé. C'est ce que je dis toujours en Europe. Non? Les amalgames les plus divers rendent le combat à ce défi plus difficile. Au contraire, font le jeu de ceux qui veulent nous déstabiliser, qui veulent créer des problèmes graves à nos sociétés du point de vue de la sécurité et du point de vue de la démocratie. Et différencier quoi? Avant tout, avoir une idée claire qui sont ces groupes qui utilisent la tactique du terrorisme. Le terrorisme, ce n'est pas une stratégie, ça c'était la grande erreur du président Bush, qui a défini le terrorisme comme une grande stratégie, presque comme si c'était un mouvement, les terroristes, le terrorisme international, la guerre contre le terrorisme. Mais c'est utiliser le mot guerre contre le terrorisme comme on use guerre contre la drogue. Ça n'a pas un caractère précis. Alors, si on prend, si on met l'accent sur le besoin de différencier, d'abord, et là c'est un peu en polémique avec des choses qui ont été dites par un des orateurs, je ne crois pas que le terrorisme soit, qu'on puisse faire un lien entre terrorisme et salafisme, même les notamment le salafisme quiétiste, ou un terrorisme et Arabie Saoudite. Je ne vois pas ce lien. Ces terroristes, ceux qui font des actes de terreur, sont des radicaux, sans doute. Et j'utilise là la formule d'Olivier Roy qui dit que on assiste à la islamisation de la radicalité et pas à la radicalisation de l'islam. Et je pense que c'est fondamental pour le processus démocratique tunisien. Parce que pour une partie des Tunisiens, pour une partie des Européens, islamisme, terrorisme, c'est la même chose. Et si c'était le cas, quelle horreur serait la situation européenne? 9 millions de musulmans en Europe, ils étaient des potentiels terroristes. Or, si on prenait la situation tunisienne, c'est tous ceux qui croient à l'islam politique, sont des acteurs de l'islam politique, étaient des potentiels terroristes, la possibilité de consolidation de la transition démocratique tunisienne n'existait pas. Alors, il faut différencier. Pas différencier seulement entre frères musulmans, Ennahda, etc., et terrorisme, mais même entre salafisme et terrorisme. On voit par exemple en Égypte, non, où le salafisme c'est un courant très important. Et est-ce que le gouvernement égyptien s'allie au gouvernement égyptien pour combattre ce qu'ils appellent le terrorisme des frères musulmans? C'est une autre confusion. Les frères musulmans ne sont pas responsables du terrorisme, des actes de terreur en Égypte. Au contraire, ils sont des victimes des actes de terreur, notamment du régime militaire égyptien. Alors, différencier entre ces différents courants et essayer d'identifier qui sont ces groupes djihadistes, qu'est-ce qu'ils représentent. Ça, je pense que c'est absolument essentiel.
comme j'ai dit avant, je pense que, mais en développant plus, que ces mouvements djihadistes, ils sont une des réponses à l'échec du nationalisme arabe. Il y a deux réponses, de grandes réponses. La réponse tunisienne, c'est-à-dire on va dépasser l'échec du nationalisme arabe, la fin d'une période historique où le nationalisme arabe était une force de progrès et avait construit des États modernes. On va dépasser cette phase par la voie démocratique, c'est la réponse tunisienne. D'autres, on va la dépasser par la voie hyper radicale, par le djihadisme. C'est la réponse Daesh. Et alors, ma vision est correcte. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme stratégie pour combattre cette organisation qui préconise des actions violentes et pour essayer de contenir leur impact et prévenir des actes de terreur? Alors, j'ai 3 ou 4 idées que je voulais exposer très rapidement. La première, c'est être très attentive à ce que Derrida, dans un livre avec Habermas, a appelé l'effet miroir. Il parlait du 11 septembre, dans un livre très important qui s'appelle « Le concept du 11 septembre ». Et il disait, le 11 septembre, ce n'est plus un acte de terreur contre New York et contre les tours jumelles. Le 11 septembre, c'est beaucoup plus que ça. Le 11 septembre, c'est aussi la réponse américaine à cette attaque. Et la réponse américaine, cet effet de miroir, a donné à Al-Qaïda une dimension globale, a fait d'Al-Qaïda une superpuissance. Non, après la guerre froide, il n'y avait plus de superpuissance. Les Américains ont construit une nouvelle superpuissance, que c'était Al-Qaïda, après les attentats du 11 septembre. Et après, cet effet de miroir est répété par les télévisions, par les images. N'importe quel petit acte de violence, avec un hypothétique lien à une action qu'on va appeler terroriste, et on l'appelle terroriste si c'est commis par un musulman, parce que c'est commis par un Américain à Columbine, ou d'autres endroits des États-Unis, c'est un fou, ce n'est pas un terroriste, ce n'est pas un djihadiste. Eh bien, cet effet de violence est multiplié par les images d'une façon terrifique. Alors, si on sait que l'objectif du terrorisme, c'est créer la terreur, c'est pour ça que les attaques sont indifférenciées, il n'y a pas une cible précise, de manière que nous tous puissions penser que nous sommes que nous, on peut être des victimes. Alors, ce fait est multiplié par les images télévisives, c'est ce que j'appelle l'effet miroir. Alors, être très attentif à ne pas contribuer à semer la terreur, à développer la terreur par des campagnes médiatiques ou par des discours politiques, beaucoup de fois opportunistes, qui font du terrorisme la menace des menaces. Ils donnent une dimension existentielle pour nos États qu'ils n'ont pas. C'est un problème très grave. Dans le cas de la Tunisie, il peut déstabiliser tout le processus démocratique. C'est vrai, c'est un problème très grave. Mais est-ce que la France va être détruite par des actions de terreur? Non. Ce n'est pas une menace existentielle. Et parfois, quand on écoute les hommes politiques à parler du terrorisme, on pense qu'on est devant une menace semblable à ce qu'était l'Union soviétique pendant la guerre froide. La deuxième, disons, orientation que je trouve essentielle, c'est donner absolue priorité à l'état de droit, au respect des droits de l'homme. Parce qu'effectivement, ceux qui commettent des actes de terreur, ils sont contre l'état de droit, ils sont contre les droits de l'homme. Mais si nous-mêmes, pour les combattre, nous légitimons leur action contre les droits de l'homme en commettant des droits de l'homme,
en commettant des violences contre les droits de l'homme, nous sommes en train de les légitimer. C'est ce que les Américains ont fait avec Guantanamo, avec la torture dans les prisons en Irak. Je ne sais pas si vous savez, mais un certain nombre de dirigeants de Daesh, c'est des individus qui ont été torturés dans les prisons américaines en Irak. Alors, le résultat de cette violence extrême qui est la torture, c'est une contre-violence extrême. Et c'est la radicalisation absolue d'un individu. Alors, la défense de l'état de droit, de la justice, c'est absolument essentiel. C'est ça que légitime les États démocratiques et c'est ça que marginalise les hyper-radicaux dans leur société, dans leur communauté et qui ne crée pas une sensation, bien, ils font le même, qu'ils ont été victimes, alors ils répondent de la même manière. Ça, je pense que c'est absolument essentiel. Et finalement, peut-être une troisième question assez importante, c'est considérer que la lutte contre le terrorisme, contre la terreur, contre les actes de terreur, ce n'est pas il ne faut pas donner priorité à l'utilisation de l'armée. Ce n'est pas l'armée qui est mieux préparée pour faire face à ce type de menace. Au contraire, l'armée va contribuer pour stabiliser les processus démocratiques. On va légitimer des coups militaires comme en Égypte, etc., etc. Alors, ce que je pense, c'est qu'il faut donner absolue priorité à la police et à la justice et au service de renseignement. C'est comme ça que les Américains ont découvert Bin Laden. Ce n'était pas l'invasion de l'Afghanistan qui a fini avec Bin Laden. Au contraire, a contribué pour la déstabilisation du Pakistan, et pour la déstabilisation et a contribué à la déstabilisation du Moyen-Orient. Non, c'est les services de renseignement, c'est les infiltrations, c'est tout un travail des services d'information. Et finalement, il reste la question de l'Europe, que je voulais dire 2 ou 3 mots sur l'Europe. Comment l'Europe peut contribuer pour ce combat essentiel pour la paix dans le Moyen-Orient et le soutien de la transition tunisienne dans ce domaine particulier de ces défis de sécurité. Alors avant tout, j'aimerais que l'Europe soit un acteur beaucoup plus important dans la recherche de solutions au Moyen-Orient. Malheureusement, l'Europe n'est pas présente. L'Europe ne fait pas partie des acteurs du processus, ni même du processus diplomatique au Moyen-Orient, ne fait pas partie des acteurs majeurs, malgré que la Syrie soit dans nos frontières presque. Si on pense que la Turquie est un État européen comme elle est, la Syrie est dans nos frontières. Et la Turquie est candidate à membre de l'Union européenne. Alors, dans la frontière de l'Europe, si vous voulez, il y a une guerre majeure où l'Europe ne joue pas un rôle important. Ça, c'est un problème grave. Et j'aimerais que l'Europe ait un rôle beaucoup plus important dans la recherche de solutions pour ce problème majeur. Le deuxième, là où l'Europe a une obligation absolue d'avoir un rôle, c'est en Libye. Si au Moyen-Orient, en Syrie, je ne suis pas convaincu, malgré mon désir, que l'Europe peut avoir un rôle important, en Libye, je n'ai pas de doute que l'Europe devait changer de stratégie, que l'Europe devait jouer fortement dans la résolution des problèmes politiques et des problèmes de sécurité de la Libye, en mettant beaucoup plus de moyens dans cet objectif, des moyens politiques, des moyens économiques, des moyens militaires, c'est nécessaire. Qu'il faut changer cette stratégie de l'Europe. Nous sommes en Méditerranée pour empêcher l'arrivée des réfugiés en Europe, ce qui détruit l'Europe comme un centre de valeurs et les principes sur lesquels se base l'Union européenne. Mais au contraire, on devait être en Méditerranée pour essayer de stabiliser
la Libye et pour protéger les gens qui se noient en Méditerranée. En Tunisie même, je pense que l'Europe y a eu déjà un rôle assez important. Ce processus qu'on appelle J7+, qui intervient dans la stabilisation de la sécurité en Tunisie, jusqu'à présent a eu de très bons résultats. G7+, c'est les pays du G7, plus 4 pays européens, incluant l'Espagne. Et ces pays sont en train de donner à la Tunisie des moyens de renseignement, des moyens de surveillance, d'entraînement des forces de sécurité. Et ça, je pense, commence à avoir des résultats positifs. Voilà. Il faut développer cette action avec un G7 économique, mais ça c'est un autre thème, un G7+ économique pour la stabilisation des questions dans le domaine social. Un plan Marshall, pourquoi pas, mais ça c'est, plan Marshall, c'est ce qu'on appelle toujours, après le succès du premier, alors peut-être un peu plus concret et plus objectif, c'est un G7+ dans le domaine économique. Un dernier mot sur le thème qui me tient plus à cœur et sur lequel je voulais donner un mot. C'est que ce qui se passe en Europe aujourd'hui finira pour avoir un impact très important en Tunisie. La Tunisie, si nous regardons la Tunisie dans son entourage stratégique, en tout stratégique, on voit la Libye d'un côté avec les problèmes qu'on a parlé, l'Algérie qui ne s'est pas démocratisée et qu'on ne sait pas qu'est-ce que sera l'après-Bouteflika. Le seul voisin de la Tunisie qui est jusqu'à présent stable, c'est l'Europe. L'Europe, c'est un voisin de la Tunisie. Et dans cette perspective, l'Europe voisine de la Tunisie, ce qui se passe en Europe aujourd'hui est d'un impact énorme. Si l'Europe ouverte, si l'Europe démocratique, si l'Europe de l'intégration rentre en crise grave, et les élections françaises vont être, de ce point de vue, absolument décisives, évidemment que toutes les possibilités que l'Europe puisse contribuer pour la consolidation du processus démocratique tunisien n'existent plus. Et ça, les élections en France sont fondamentales pour la Tunisie comme sont pour moi, portugais, pour le futur du Portugal dans l'Union européenne et pour le futur des relations entre la Tunisie et l'Europe. Un mot sur le populisme. Je ne suis pas d'accord, pour maintenir un peu de polémique dans cette discussion, que ce soit les problèmes de sécurité et des actes de terreur qui ont donné toute cette dimension au populisme en Europe ou aux États-Unis. Les politiques anti-migratoires, la rhétorique anti-migratoire viennent bien avant cette vague d'action de terreur. Ça vient déjà des années 80, qu'on a commencé en Europe à monter le Front National en France et d'autres partis avec une démagogie anti-migratoire. Les concepts de sécurité de plusieurs pays européens ont inclus la migration comme une menace à partir du début des années 2000. Et tout ça, évidemment, a un impact dans la société européenne. Le populisme est, d'une certaine manière, c'est une façon soft du même courant qui explique Daesh et le djihadisme. C'est, d'un côté, une angoisse avec la mondialisation, un retour au nationalisme et surtout une recherche très forte des politiques d'identité. Des identités dangereuses, si vous voulez, mais la recherche d'identité est aujourd'hui au centre de ce débat sur le populisme en Europe. Et ça, lié à ça, tous les chèques des partis politiques européens, etc., etc. On n'a pas le temps pour en parler. Mais réduire ça à l'effet, au problème de sécurité et les actions de terreur, je pense qu'il est limité beaucoup, un phénomène beaucoup plus vaste et beaucoup plus perturbant de la vie en démocratie.
Je m'arrête là. Merci beaucoup. Bon, je pense que vous conviendrez avec moi que vraiment il ne fallait pas interrompre nos orateurs parce que c'était extrêmement intéressant ces exposés. Mais maintenant, donc, c'est le tour de la salle et d'entamer une conversation un peu plus large en vous intégrant dans cette réflexion commune. Et donc, il y a quelques demandes de la parole. Oui, voilà. Réaction contre les trois brefs. Pour M. Eric Deschênes, on peut en effet faire un bilan de toutes les hypocrisies, de tous les côtés. Et admettons qu'il y ait des hypocrisies, des alliances de convenance de plus ou longue durée, mais de là attribuer tout à une hégémonie culturelle ou stratégique américaine, je trouve que ce n'est pas une analyse stratégique ou des renseignements très poussés. Parce que l'histoire est beaucoup plus compliquée et il faut toujours insérer ce genre d'analyse dans cette histoire géostratégique beaucoup plus compliquée. Pour l'article de Thomas Friedman, je n'ai pas lu l'article, mais d'après la façon que vous l'avez présenté, et forcément peut-être sommairement parce que vous avez peu de temps, en appliquant cette logique, évidemment, on peut d'une certaine façon dire que Daesh est un atout stratégique, on peut dire que Marine Le Pen est un atout stratégique pour ceux qui sont pour l'Europe, parce qu'il y a une réaction dont on peut en profiter dans les démarches stratégiques des États-Unis ou de l'Europe. Derrida a tort sur le 11 septembre. Si on applique la même logique au Pearl Harbor, on peut dire qu'on ne peut pas comprendre Pearl Harbor sans comprendre sa suite, qui était la Deuxième Guerre mondiale. C'était une attaque massive contre les États-Unis. On peut discuter longuement sur savoir si c'était une attaque criminelle ou un acte de guerre, mais néanmoins, et ce n'était pas seulement les Américains qui étaient des victimes de ces attaques. Sur la prison en Irak, vous avez raison qu'on ne peut pas à la fois œuvrer contre ceux qui ne respectent pas les droits de l'homme en ne respectant plus les droits de l'homme nous-mêmes. Mais en Irak, ces jeunes soldats qui ont humilié les prisonniers, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en Mauritanie à ce moment-là, je faisais une conférence. Un Mauritanien a pris le micro, il a fait à peu près le même argument que vous avez fait là. Qu'est-ce que c'est cette démocratie américaine qui peuvent soumettre ces Arabes dans lesquelles épreuves? Il a même enflammé l'assistance. J'ai pris le micro et j'ai répondu de la façon suivante. Qu'est-ce que nous avons vu? Ces soldats ont été arrêtés parce qu'ils n'ont pas respecté le droit international humanitaire. Leurs officiers, leur carrière était finie jusqu'à le général commandant de cette unité. Le secrétaire de défense américain était convoqué devant le Congrès américain, interrogé. Son témoignage était télévisé partout dans le monde, sur même Al Jazeera. Et j'ai compris ce que tournait dans la tête des Mauritaniennes. On voudrait bien avoir ça chez nous. Où les soldats qui ne respectent pas les droits sont arrêtés, leurs officiers sont punis, le secrétaire de la Défense est traîné devant un congrès, un législatif dûment élu, représentant du peuple, et devant la caméra du monde, si vous voulez. Donc, quand même, on peut critiquer les États-Unis de plusieurs façons, mais s'il vous plaît, monsieur, il faut le faire mieux que ça. Sinon, ce n'est pas très crédible quand même. Voilà donc que le débat est entamé. Oui, il y a notre monsieur là derrière. Moi, je remercie l'ensemble des orateurs pour vos questions, pour vos exposés. J'ai deux questions, en fait. Une brève. Merci beaucoup, monsieur Deschênes, pour votre franchise
Et sincèrement, je n'ai jamais assisté à une intervention de quelqu'un, de la part des autorités françaises, enfin du moins des ex, qui, avec autant de franchise. Hein, ça fait 31 ans que je suis en France. Ma question, c'est qu'est-ce qui vous conduit à dire que la peste verte pourrait rester 100 à 150 ans, elle serait de plus longue durée? Notre analyse, ma modeste analyse en tant qu'économiste, moi je m'intéresse à une population à laquelle personne ne s'intéresse. Les jeunes, ils peuvent avoir deux positions dans les statistiques. Soit ils sont au chômage, soit ils sont occupés et donc au travail. Et on oublie dans les statistiques une autre catégorie. C'est ce qu'on appelle la catégorie des découragés. C'est quoi les découragés? Ils ne sont pas au travail, ils ne pointent plus au chômage et ils disparaissent des statistiques des deux côtés. Combien sont-ils en Tunisie? 400 000. Combien sont-ils en Algérie? Je viens de faire l'estimation parce que je travaille sur un rapport pour l'Algérie sur ça. 700 à 800 000 personnes découragées, dégoûtées de la vie. Ils ne cherchent plus du travail, ils ne cherchent rien. Parmi cette population-là, le recrutement djihadiste ne prendrait pas plus d'un quart d'heure. Notamment lorsque vous avez des possibilités technologiques. Et ça, c'est la deuxième partie de ma... Je suis complètement d'accord, et demain j'interviendrai dans ce sens, c'est que les outils des technologies de l'information et communication produisent 10 fois plus de désinformation que d'information aujourd'hui. Et c'est le nerf de la guerre. Ici, il y a une suspicion envers les États-Unis, c'est sur ce terrain-là, pas sur les autres de mon point de vue, mais c'est une analyse complémentaire. Voilà. Ma question, c'est surtout pourquoi cette menace pourrait rester plus longtemps, sachant que pour moi, la population sur laquelle il faudrait agir pour limiter immédiatement le terrorisme, c'est la population des découragés, qui n'est pas prise en compte actuellement. Merci beaucoup. Oui. Pour que les gens qui ne vous connaissent pas, attendez madame, si vous pouvez vous identifier d'une manière ou d'une autre, comme vous voulez, mais pour mieux cerner ceux qui ne vous connaissent pas, donc qui pose la question? Adel Ben Youssef, je suis maître de conférence à l'Université Côte d'Azur à Nice. Très bien. Alors on va prendre une question de plus et on va passer au panel et puis s'il le faut, on reviendra vers la salle. Merci pour la qualité des allocutions très importantes. Encore, présentation. Hicham Amri, comme tout à l'heure, je suis un ingénieur et enseignant à IZ Sidi Bouzid. Juste, moi, j'ai, comme d'habitude, des remarques concernant le terrorisme. Est-ce que c'est un résultat, en Tunisie, dans les 6 années, pour être plus concret, est-ce que c'est un résultat pour des responsables qui ont entamé la vie politique avec plein de haine, entre parenthèses, contre l'État? Parce que c'est une réflexion sur ce sujet. Ceux qui ont lutté contre la dictature ne sont pas forcément des démocrates. Donc moi, en tant que jeune, je pose la contrainte suivante. Est-ce que c'est plus grave de créer une génération contre l'État? Zéro appartenance, contrairement à ce qu'on veut par la liberté d'expression. C'est-à-dire par le dit contestation légitime toujours. Ça, peut-être, on va créer une génération contre l'État. Et ça, on doit réfléchir bien sur les perspectives, car une jeunesse mal encadrée et avec cette... il n'y a pas le sens d'appartenance, ça, je crois que ça va aggraver la situation. Et pour finir, donc, moi, je suis contre toute sorte de détruire l'État, même derrière le dit droit de l'homme. Parce qu'il y en a des gens qui ont entré par des droits de l'homme et ont sorti par encourager, en quelque sorte, d'une façon directe ou indirecte, le djihadisme ou la violence dans le pays. Et finalement, est-ce qu'on peut parler maintenant de marketing, terrorisme télécommandé à but lucratif? Et merci. Peut-être on peut prendre encore une autre question, s'il y en a en ce moment. Bon, on passe au panel
Qui veut d'abord répondre peut-être le même ordre qu'avant ou à l'inverse, qu'on voulait? Bon, d'accord. Oui, c'est bon le micro? Je vais commencer par vous répondre. Et bien sûr, ce n'est pas entre nous deux. Je suis à la fois, j'ai un certain nombre de... Je suis d'accord avec vos réflexions et j'ai de nombreux points de désaccord. Je suis d'accord, évidemment, en 15 minutes, je suis caricatural. C'est évident, c'est fait exprès. Mais pour moi, l'accord se limite à ça aujourd'hui. Il y a des faits qui sont indéniables. Et vous savez, j'ai vraiment le sentiment que nos pays occidentaux sont comme nos pays européens, plus exactement, sont comme dans la grenouille dans la casserole. La température monte, on ne se rend pas compte. Notre principal partenaire, qui a été, à mon sens, indéniablement jusqu'en 2002, la première démocratie du monde, qui sont les États-Unis, à qui nous devons beaucoup, a totalement changé. Or, aujourd'hui, la politique irresponsable que conduisent les États-Unis en de nombreux points entraîne l'ensemble des Européens à être mal vus et à être associés aux pratiques à un certain nombre de pratiques américaines dans le monde arabe. L'ensemble des points que j'ai soulevés sont quand même des faits réels. Le but n'est pas de faire le procès pour le plaisir des États-Unis, je n'ai pas à juger en tant que tel, mais il y a aujourd'hui une dérive qui me semble extrêmement préoccupante, y compris même au sein de la société américaine. Nous jugeons en France qu'un pays comme le nôtre est aujourd'hui soumis entre guillemets, à une double menace qui vient bien sûr d'un islam radical, mais aussi de pratiques économiques et d'application du droit extraterritorial américain qui place les États-Unis dans une véritable situation d'hégémonie et par certains côtés dans le domaine économique comme un véritable État voyou. À partir du moment où on applique un certain nombre de lois qui sont valables, c'est le principe de l'Empire romain, mais à partir du moment où les Américains appliquent à l'ensemble du monde des lois qui sont faites au détriment de l'ensemble des droits nationaux, que ce soit sur de la torture, que ce soit sur des lois anticorruption, qui d'ailleurs ne sont faites que pour enrichir des entreprises américaines. Je sors un peu du débat sur la Tunisie. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'application des soi-disant lois anticorruption américaines ont amené à faire payer à des entreprises européennes 14 milliards de dollars qui sont rentrés dans les caisses de l'État américain. Notamment, la dernière en date a été le rachat de Alstom par General Electric suite à des écoutes du FBI et de la NSA. Donc, nous sommes réellement confrontés à un débordement de la démocratie américaine et j'insiste bien, qui n'est pas la démocratie américaine que nous avons connue pendant la guerre froide. Voilà, on pourra en parler tous les deux. Et bien évidemment, je le redis à tous, le principe de base du métier d'analyste que j'exerce, c'est que nous pouvons nous tromper. Et je serai prêt parfois, bien sûr, à le reconnaître. Je reviens à votre question. Les éléments pour lesquels nous pensons que ça va durer longtemps, avec là aussi l'humilité qui va avec, on peut se tromper. Ce qu'on observe dans tous les mouvements de radicalisation, dans tous les phénomènes de radicalisation aujourd'hui, c'est un triptyque assez frappant. C'est le désœuvrement. Toutes nos sociétés, alors encore une fois, je parle là pour les sociétés européennes, je ne connaissais pas assez la société tunisienne. On se rend compte que les gens connaissent de plus en plus de temps libre au cours de leur vie. À la fin des études, on rentre plus tard dans la vie active, on connaît une période de chômage souvent pendant sa période active, et on se retrouve en retraite à 58, 60, 62 ans, et l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Donc cette notion même de temps libre qui se traduit assez fréquemment en désœuvrement est un premier facteur durable parce que nos sociétés vont évoluer comme ça. Le chômage ne va pas se réduire, la durée des études ne va pas se réduire et l'âge de la retraite, même si on l'augmente de 2 ans, fait que l'espérance de vie ne va pas se réduire. Deuxième aspect, la perte de sens ou la recherche de valeur, ce qui est à peu près la même chose. La fin de la guerre froide, après la grande période des religions, la grande période des idéologies est disparue. Aujourd'hui, on voit que tous les mouvements contestataires relèvent de micro-causes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'idéologie qui aujourd'hui, dans les mouvements contestataires, sont là, à part peut-être cette forme d'islam radical à laquelle nous sommes confrontés, on est sur des micro-causes qui luttent pour une mini-explication. Ce qui traduit de manière extrêmement profonde, la perte de repères de nos sociétés. Quand des individus sont capables d'aller jusqu'à faire des attentats au nom de la défense des poulets qui sont dans des abattoirs dans le sud de la France, ou comme on le voit dans des pays anglo-saxons, au nom de la défense de la planète, parce qu'ils considèrent qu'il faudrait que la planète n'ait que 500 millions d'habitants pour qu'on respecte la Terre, on a vraiment des idéologies. Ça, c'est le deuxième. Donc, le désœuvrement. Deuxième point, une perte de repères qui amène l'émergence de causes. Et aujourd'hui, l'islam radical terroriste est en plein dedans. Et troisième aspect, les nouvelles technologies de l'information. Donc vous êtes seul, vous cherchez une cause et vous avez la moyen de vous connecter à la planète entière.
avec ce triptyque-là, nous sommes sur un... Alors encore une fois, on peut se tromper, on est sur ce qu'on estime être un phénomène sociologique de fond qui va durer 50, 60... Bien sûr, nous souhaiterions qu'il soit plus court, mais encore une fois, à 10 ans près, je ne peux pas vous le dire, mais c'est vraiment ce sentiment, parce que quand on compare le mouvement de radicalisation, aujourd'hui, on estime qu'il y a 5 phases. Je me suis mal exprimé, pas le mouvement, le phénomène de radicalisation. Toute idéologie actuelle a une base légitime. Qu'on soit sur l'idéologie de droite ou de gauche, qu'on soit pour l'avortement, qu'on soit contre l'avortement, qu'on soit pour la défense des animaux, pour la défense de la planète, pour la religion, toutes ces idées ont une base légitime. C'est ce que nous on appelle la phase du prophète, entre guillemets. Il y a un deuxième niveau où on voit dans tous ces mouvements se structurer ce que l'on appelle la phase des disciples. C'est un premier groupe qui se structure autour de l'idéologie et qui s'auto-convainc, qui commence à se... Là encore, on est dans des idées qui peuvent être tout à fait respectables, dans lesquelles il n'y a pas encore de dérive. Arrive ensuite une troisième phase, qui est ce qu'on appelle la phase du militantisme, où on commence à rentrer dans des démarches de prosélytisme, de recrutement d'individus pour la cause. Quatrième phase qu'on appelle l'activisme, où là on commence à avoir des troubles à l'ordre public, où on commence à avoir de l'occupation du territoire au sens propre, et puis une cinquième phase de terrorisme. Ce que je vous dis, pour nous, sur les grilles de lecture sur lesquelles nous travaillons, est aussi bien valable pour l'islam radical, où vous avez une idée légitime, la religion et le texte sacré est une idée légitime. Un groupe, enfin, ce qu'on appelle le groupe associatif, ce sont les croyants, et puis petit à petit, le niveau supplémentaire, on va arriver à ce qu'est le salafisme. Et puis le niveau au-dessus, c'est le wahhabisme, et puis on arrive au stade terroriste. On retrouve la même chose chez les écologistes radicaux, on retrouve la même chose chez les groupes anti-avortement. Alors là, encore une fois, ce sont des théories que nous développons pour essayer de comprendre. Il ne s'agit pas de faire rentrer tous les schémas dans un système comme ça, mais c'est quelque chose qui me paraît assez éclairant. Et dans ce cadre-là, donc c'est aussi un point de désaccord avec l'autre intervenant, le salafisme et le wahhabisme et les frères musulmans s'intègrent entièrement dedans. C'est-à-dire que on ne peut... Vous savez, il y a quelque temps, on avait une discussion avec les services turcs, avec Hakan Fidan. Il nous disait, mais arrêtez les Européens de parler de terrorisme islamiste, ce n'est pas l'islam. On lui répondait quand même que quand on parle de terrorisme corse ou de terrorisme basque, c'est bien un phénomène corse ou basque, ça ne veut pas dire que tous les Corses sont des terroristes, que tous les Basques sont des terroristes, donc il ne s'agit pas de dire que tous les musulmans sont des terroristes, mais c'est quand même un terrorisme qui est lié aujourd'hui à un courant d'idées qui est lié à l'islam. Bon, évidemment, je vous rejoins, il ne s'agit pas de critiquer les musulmans en la matière, mais il y a quand même... qu'il y a un phénomène terroriste, il y a un phénomène criminel, il y a un phénomène psychiatrique, mais il y a malgré tout des donneurs d'ordre et des donneurs d'idées qui s'appuient sur des textes. Même si moi je suis convaincu que ce sont des gens qui sont qui sont dans la dérive fondamentale par rapport au Coran, mais ils font quand même référence à ce texte. Donc on ne peut pas dire que ce terrorisme islamique n'a rien à voir avec l'islam. Et les frères musulmans jouent dessus. Cette organisation, moi j'insiste et je le redis clairement, est une organisation terroriste qui est suffisamment astucieuse pour se scinder dès qu'elle le peut pour essayer d'avoir un visage respectable comme organisation faisant de l'action humanitaire, mais qui a quand même donné naissance à la Jama'a Islamiyya, au djihad islamique, à des tas d'autres mouvements. Nous avons beaucoup de mal à le faire accepter aux autorités françaises parce que les frères musulmans sont extrêmement astucieux. Mais sur ce plan-là, l'islam est suffisamment divers, nombreux, et a donné à de très nombreuses reprises la preuve de sa tolérance pour qu'on puisse quand même nommément dénoncer ces trois courants qui sont le salafisme général, le wahhabisme et les frères musulmans comme étant aujourd'hui la menace numéro 1. Voilà. Encore d'autres intervenants ici au panel? Oui, Alvaro. Ah bon, oui. Seniority. J'ai besoin de répondre à notre ami américain sur Derrida. Voilà, une discussion philosophique. Derrida à Habermas, une discussion philosophique, peut-être ce n'est pas essentiel. Pour dire que je suis absolument convaincu de ce que Derrida a dit, que les faits, 11 septembre, ce n'est pas seulement l'attaque contre les tours jumelles, c'est comme il a été perçu par le monde et comment l'effet multiplicateur de la réponse américaine a donné à ça une dimension globale, une nouvelle superpuissance Al-Qaïda. Vous avez eu pas seulement une réponse
contre Al-Qaïda, mais une attaque contre l'Afghanistan et une guerre en Irak. Tout au nom de la même chose, la lutte, la réponse au 11 septembre. L'Irak n'avait rien à voir avec le 11 septembre. Au contraire, Saddam Hussein était un laïc hyper radical, capable de tuer tous les islamistes de son pays s'il le pouvait. Alors, c'était une réponse pas du tout correspondant à la menace que les Américains faisaient face. Ça, c'est la première chose. La deuxième, la torture. C'est pas ça. Vous avez bien dit, en Amérique, il y a des institutions démocratiques, il y a des tribunaux. Les militaires qui ont commis des crimes en Irak, quelques-uns de ces militaires, ont été jugés. Mais la torture était officialisée pendant la période de George W. Bush. Vous le savez très bien, qu'il y a eu des gens torturés à Guantanamo, qui étaient considérés légaux, qu'ils ont demandé à des juristes pour expliquer comment ils pouvaient garantir que les gens qui feraient de la torture ne seraient pas persécutés. Ça, c'est connu. C'est pas... Je ne tombe jamais dans le conspirativisme anti-américain. Et là, pour mon ami à droite, vous êtes à ma droite, d'ici, vu de là, vous êtes à ma gauche. Ce n'est pas un political statement. Vous avez dit, les Américains, quelque part, sont eux les créateurs de Daesh. Il avait comment vous l'avez appelé, le Sunnistan. Voilà que les Américains avaient ce projet. Mais il n'y a rien qui peut démontrer que les Américains ont été créateurs de Daesh. On peut dire que si les Américains n'avaient pas envahi l'Irak, n'avaient pas déstructuré l'Irak, la possibilité de Al-Qaïda en Irak se transformer en Daesh et contrôler une partie de l'Irak n'aurait pas eu lieu. Saddam Hussein n'aurait pas permis. Que ça a favorisé l'influence de l'alliance entre l'Al-Qaïda en Irak, après Daesh, avec les forces armées de Saddam Hussein. Que les militaires de Saddam Hussein sont unis à cette force. Tout ça est lié à l'intervention américaine, sans doute. Mais créer Daesh, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens, il n'y a rien qui peut le prouver. Le deuxième commentaire que je voulais faire sur ça, c'est lié à la théorie conspirative, c'est ce truc extraordinaire de voir des Européens démocrates à regarder la Syrie comme la Syrie c'était un espace de jeu de risque. Vous connaissez ce jeu stratégique de risque, ça s'appelle risque, non? Il n'avait pas des hommes. Alors l'action des Russes en Syrie, c'est abominable. Les bombardements d'Aleppo par les forces armées russes, l'intervention iranienne, tout ça devait nous révolter. Tout ça contribue à la radicalisation d'une partie de la jeunesse européenne et du Maghreb et d'ailleurs. Et tout ça devait être dénoncé. Je voulais faire seulement un autre commentaire, Monsieur le Président. C'est très bref, c'est comment on recrute, qui sont ces jeunes, quelle est l'idéologie de ces jeunes qui sont recrutés pour le djihadisme. Est-ce qu'ils sont des musulmans? Est-ce qu'ils sont des islamistes? Rien ne le démontre. Toutes les études faites sur ces jeunes sont des jeunes marginalisés de leur communauté musulmane en France, marginalisés même de leur famille. C'est des jeunes marginaux, révoltés, qui n'ont pas d'idéologie. Ils sont des nihilistes. Ils n'ont pas de valeur. Après, ils trouvent dans le djihadisme extrémiste une raison d'être, comme vous l'avez très bien dit. Une raison d'être, une idéologie pour sa révolte. Comme j'ai dit, je répète, ils sont radicaux avant d'être islamistes. Ils sont en révolte avant d'être islamistes. Et c'est dans les origines de cette révolte que nous devons travailler. C'est combattre le nihilisme, c'est défendre les valeurs, c'est contribuer pour une société plus ouverte, plus démocratique, plus plurielle.
tout le contraire de ce que font les xénophobes, les racistes et les populistes. Je m'arrête là, Monsieur le Président. Je comprends que tout le monde est fatigué, donc je prends juste 2 minutes ou 3 minutes pour répondre à la question de monsieur, et puis rebondir aussi quand même. Pas fatigué, hein? On peut continuer 2 heures encore. Alors, je suis fatigué. Dans le domaine de la géopolitique, on m'a toujours appris, mes anciens professeurs m'ont toujours appris, il faut s'intéresser à l'image d'un détective. Le géopoliticien, c'est un détective qui collecte des indices et qui ensuite les met en perspective. Après, il pose des hypothèses. Je dis bien des hypothèses. Eric l'a très bien dit. Il ne prétend pas livrer la vérité. Ces dispositifs sont le dispositif diplomatique, c'est le réseau des alliances. Le dispositif militaire, où se trouve-t-il? Où se répartissent les bases? Parce que c'est indicateur. Ce sont de profonds indicateurs. Le troisième dispositif, c'est le dispositif secret. Ce sont les actions subversives. Ce n'est pas un hasard si des services secrets ont des services actions, parce qu'ils mènent des actions subversives au service de l'intérêt national de leur pays. Alors, je me suis longuement intéressé justement aux différentes stratégies américaines. J'ai simplement dit que le terrorisme était un phénomène complexe, qu'il ne s'agissait pas qu'il fallait absolument pas se limiter à la face visible de l'iceberg. Il n'y a pas que les Américains. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une multitude de think tanks américains qui ont élaboré des plans de redécoupage du Moyen-Orient. Ils sont libres de le faire. Je ne porte aucun jugement. Je dis simplement, à mon sens, c'est une réalité. Maintenant, que ces plans se heurtent à des réalités de terrain, à la réaction des peuples. On a vu la complexité syrienne qui a été sous-estimée, à la réaction de puissances régionales, à la réaction ou à la contre-mesure d'autres puissances compétitrices, la puissance russe et la puissance chinoise. C'est légitime également. Mon rôle est de tenter de décortiquer tout cela. Mais ce qui m'interpelle, moi, en tant que chercheur, c'est que ce terme de terrorisme me semble galvaudé et un peu à géométrie variable. Je m'interroge même en écoutant, en constatant, y a-t-il de bons terroristes et de mauvais terroristes? Je m'explique. Lorsque l'on va lutter contre les méchants terroristes dans la bande sahélo-saharienne, qui s'appelle AQMI, et que l'on justifie une intervention militaire, et que parallèlement, on arme, on finance, on entraîne Jabhat al-Nusra et d'autres groupes en Syrie dits islamistes modérés, alors que Jabhat al-Nusra le revendique ouvertement, elle revendique ouvertement son appartenance à Al-Qaïda, je ne peux qu'être interpellé. Il faut qu'il y ait une logique. Sinon, nous, peuple arabe, nous posons sérieusement des questions. Donc, voilà ce qui me paraît important, c'est la complexité du phénomène. Et je finirai là-dessus. Je vous invite à relire l'interview qui était accordée par Brzezinski en 1998 dans le Nouvel Observateur. C'était suite aux attentats de Dar es Salaam et de Nairobi. Donc, le chroniqueur pose la question. Vous avez appuyé ceux qui s'appelaient à l'époque les combattants de la liberté et qui sont devenus, j'insiste, les combattants de la liberté, qui sont devenus les méchants talibans, puis Al-Qaïda. La réponse de Brzezinski était, bien évidemment que nous les avons armés avec les fameux Stinger, etc. Le chroniqueur, oui, mais quand vous avez commencé? La réponse de Brzezinski, nous avons commencé 1 an avant l'intervention de l'Union soviétique. Il s'agissait de piéger l'Union soviétique et de lui infliger son Vietnam. C'est légitime. Bon. Deuxième question du chroniqueur. Oui, mais justement, suite aux attentats de Dar es Salaam et de Nairobi, n'avez-vous pas l'impression d'avoir créé des monstres risquant de vous échapper? Réponse de Brzezinski. Face à l'histoire, qu'est-ce qu'une bande d'islamistes excités face à la chute de l'Union soviétique? Ben, je vous invite à analyser aujourd'hui l'armement
portés par les soi-disant rebelles modérés en Syrie, les fameux missiles TOW, qui ciblent donc l'armée syrienne, hein, qui sont livrés par cette notoriété publique. À mon avis, c'est la même démarche qui a été mise en place avec les fameux Stinger du temps de l'Afghanistan et contre l'Union soviétique. Très bien. Bon, écoutez, je pense que nous avons tous beaucoup à réfléchir. Pas seulement les Américains. Je n'ai pas dit uniquement les Américains. Je suis, disons, même par formation, je fais partie de mon doctorat aux États-Unis. Disons qu'en principe, je suis pro-occidental et pro-américain, en principe, non? Mais c'est justement pour cette raison que je porte des critiques très aiguës sur beaucoup de choses que, malheureusement, les États-Unis ont, le gouvernement américain, pas les États-Unis, le groupe qui était les néocons. D'ailleurs, j'ai un ami à Paris qui me dit toujours que ça signifie autre chose en français, néocons. Mais enfin... Il y en a beaucoup et beaucoup de Français aussi. Oui, voilà. Mais justement, disons, avec la plupart de mes amis américains, disons, je ressens une grande tristesse à voir comment les principes de la démocratie américaine ont été trahis par beaucoup de gens qui étaient dans des postes de pouvoir pendant toute cette époque des néocons. Hein. Et bon, donc, oui, c'est vrai, il y a beaucoup à réfléchir, on a fait beaucoup d'erreurs. Le renversement de Saddam Hussein, probablement le pire de tous. Et on a piégé tout le monde, on a montré, bon, le pauvre secrétaire d'État américain en montrant des photos faussées, etc. Non, nous autres Européens, probablement, nous avons beaucoup de choses à réfléchir aussi. Plutôt peut-être d'anciennes choses. Hein? On a sémé et puis on récolte. Les pays arabes aussi. Il y a beaucoup de choses à réfléchir dans certains coins du monde arabe plutôt que dans d'autres, c'est vrai. Hein? Et donc, il y a beaucoup de problèmes qui trouvent son origine. Tout le monde l'a répété. Là, je pense qu'il y a un consensus presque universel, divin et humain, sur, bon, dans la péninsule, dans la région du Golfe. Je ne sais pas, peut-être c'est parce que c'était l'origine de toute civilisation, de l'humanité, dont c'est trop vieille civilisation et dont ça amène à avoir des concepts trop, je sais pas, trop poussés, non? Mais bon, on sème des tempêtes qui proviennent du fait que, bon, sous le pied des gens les plus radicaux, il y avait le pétrole et le gaz. Et donc, ils ont eu les moyens de s'aimer pas mal de problèmes de par le monde, surtout avec des victimes de ses propres confrères du monde arabe. Ça, c'est clair, la statistique est claire. Donc. Voilà donc, bon, là, je ne peux pas terminer avec des mots d'optimisme, non? Nous avons beaucoup à réfléchir, nous tous. Et je continue à admirer la plupart des institutions de la grande démocratie américaine. Pourtant, il y a des choses qui ont été faites pendant cette période. Oui, bon, on sait, les Américains et surtout certains, le président d'abord, ont réactionné avec trop de, je sais pas, d'émotions, sous une émotivité ou et puis il y a beaucoup d'autres gens qui avaient déjà préparé sa petite théorie comment réorganiser le monde à sa guise. Ils ont trouvé l'occasion de le faire, non? Et bon, ils avaient ces théories, comment combiner un grand pays avec de l'eau, avec je ne sais pas quoi, et bon, construire une démocratie au cœur du monde arabe. Ils savaient, je me souviens, j'étais ici à cette époque, j'avais beaucoup d'amis bon, Tunisiens qui connaissent bien le monde arabe, ils disent, bon, c'est fou, les Américains ne savent pas où se mettre là. Dans toute la tradition orale même du monde arabe, même les enfants savent, bon, comment ça se passe là quand il y a des problèmes. Voilà donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres interventions. Demain, on aura le temps pour cela. Entre-temps, comme on nous disait, dans notre tradition catholique en Espagne, il y avait cette chose des exercices spirituels,
où les gens se réunissaient dans un endroit un peu isolé pour réfléchir, etc. Et à la fin de la journée, vous disiez, donc, alors là, maintenant, vous avez toute la soirée et la nuit pour réfléchir à ce qui a été discuté et à trouver, à réfléchir sur vos propres fautes à chacun. Probablement, nous y trouverons aussi beaucoup de raisons pour l'espoir et surtout, je pense, beaucoup de raisons pour l'espoir pour ce pays dont nous parlons pendant ces jours-ci, qui est la Tunisie. Merci de votre attention.